Et salut à tous, salut pour bonne soirée pour ceux qui sont là et bonne rediffusion, donc bonne journée, matinée, peu importe la temporalité. Bonsoir, bonjour, bon ce que tu veux. Alors du coup, le jeu de ce soir, et donc le premier jeu de nos expérimentations, on avait divisé en l'autre live, on avait divisé en deux parties en fait, les questions fondamentales de gameplay qu'on veut aborder avec ce jeu-là, et les questions de design d'objets, en fait, de la forme que ça va prendre. Je vais poser nos jalons de cahier des charges. Le côté game design, c'est deux points principaux. L'idée est d'essayer de retrouver, de transposer un feeling, un ressenti qu'on retrouve dans certains jeux vidéo, qui sont des jeux d'arena. Donc on ne simplifie pas la tâche parce que c'est quand même des jeux nerveux, rapides, où on joue à la première personne tous en même temps, ce qui ne va pas être possible avec notre jeu de société. Encore plus avec notre jeu de figurines. On va essayer quand même d'aller puiser là-dedans, d'aller voir ce qu'on peut en tirer. Donc c'est un jeu d'arena, et donc qui dit arena dit affrontement dit compétitif, dit skill, donc maîtrise de personnage, combo, etc. etc. Et le deuxième axe niveau gameplay, c'est que moi j'ai un point qui m'importe beaucoup, c'est de rendre ludique la mort. Parce que dans beaucoup de jeux, et la plupart des jeux de figurines auxquels je joue, certes les personnages y meurent, mais c'est tout. Il n'y a pas de featuring de gameplay avec ça. Une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Nous, l'idée, ça va être essayer de rendre ce passage obligé, surtout dans le mode arena où on va s'en mettre plein la corne. Ouh, pardon, mon micro, bouge pas. On va s'en mettre plein la corne, ce serait donc du coup de rendre ce passage obligé qui est la mort en instrument du jeu, en instrument ludique. Donc on va essayer de faire ça. Et au niveau du design d'objets, donc les contraintes que je nous ai données ce projet, c'est déjà d'utiliser des cartes et un plateau pour le global. Donc des cartes classiques, hein, 54 cartes jeu poker avec les deux jokers. Donc on va voir comment on peut utiliser et essayer d'utiliser à son plein potentiel ce matériel, essayer d'utiliser toutes les informations qui sont à notre disposition là-dessus. Pourquoi un jeu de cartes classique 54 cartes? Tout simplement pour que vous ayez, qu'on fasse des jeux ici où vous ayez accès au matériel facilement. Et du coup on reste sur cette accessibilité du matériel, donc pareil le plateau, on va essayer de réfléchir à une forme qui nous permette à nous facilement de le faire depuis chez nous, qu'on n'ait pas besoin de produire un matériel spécifique. Par contre là où il va y avoir un matériel entre guillemets spécifique, mais quand même facile et accessible, c'est que je voulais travailler sur un système de cartes qui, une fois assemblées, donne le profil de votre personnage, le profil des personnages que vous allez jouer sur le jeu. Combo de 3 cartes. Et pourquoi j'ai rajouté cette contrainte? Alors déjà c'est pour diversifier le... Enfin, c'est moi pour me faire plaisir pour travailler le graphisme, mais du coup c'est pour diversifier le stream, parce que du coup on pourra se faire des sessions où je travaille sur le graphisme. Ce sera d'autres types de sessions de live où on fera pas du game design mais du graphisme. Mettre un peu de diversité dans ces lives. Et voilà. Donc comme je disais, on va jouer avec un jeu classique de 54 cartes. Donc le jeu classique de 54 cartes. Et c'est pourquoi j'ai choisi les cartes, parce que ça reste, on peut faire du tirage, donc du coup on peut remplacer l'aléatoire du dé, que d'autres jeux utilisent déjà, comme le jeu Malifaux. Donc ça nous permet de changer le dé pour les cartes, et d'obtenir les avantages que nous amènent les cartes. Après il y a aussi une différence en termes de probabilité sur les cartes, que mathématiquement par exemple sur un dé, ok ça n'arrivera pas, mais normalement, c'est possible que vous fassiez un 6 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 1000 fois d'affilée. Et ce qui n'est pas possible dans un jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, c'est fermé. Donc du coup, une fois que vous avez pioché vos 4 rois, vous n'en piocherez pas d'autres. Donc forcément, ça change les questions de probabilité, ça aussi. On sait très bien les cartes, parce que du coup, ça évite les gros craquages où un jour, la vie a décidé de te dire merde, et tu fais que des 1 toute ta partie, et ta journée est gâchée. Ça n'arrivera pas avec un jeu de cartes, je vous rassure. Mais surtout, ça a d'autres informations un jeu de cartes. Donc déjà, ça a les valeurs, comme sur un dé, sauf que là, on aurait un dé de 10, finalement. Ça a les couleurs, noir et rouge, et avec ça, on peut l'utiliser. Par exemple, je sais pas, mais on part sur du tirage. Le fait d'avoir une carte rouge ou une carte noire, on peut écrire dans les règles que ça a d'autres effets en fonction d'eux. Et de même pour les symboles, que ce soit le trèfle, le carreau, le cœur et le pique, pour rappel. Bah pareil,
ça va pouvoir nous servir. Par exemple, dans Malifaux, ils font ça. C'est-à-dire que quand un personnage fait une attaque dans Malifaux, donc Malifaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de figurines, mais qui se joue avec des cartes. Et donc, du coup, quand on fait une action, donc souvent c'est une attaque dans ce jeu-là, mais quand on fait une action, il y a ce qu'ils appellent un trigger. Donc, si vous tirez une carte aléatoire, comme vous devez le faire pour une attaque, et qu'il s'avère que le symbole sur cette carte est équivalent au symbole d'une de vos compétences, paf, ça active la compétence. Et donc, du coup, l'attaque que vous allez faire, émettre, aura un effet supplémentaire dû au fait que la carte a un symbole. Donc, ce qui n'est pas possible avec des dés. Ça rend le truc un peu plus intéressant en termes de combo. Et du coup, surtout si on rajoute des choix, comment dire, une possibilité de contrôler finalement les cartes qui sortent. Et du coup, on peut créer des stratégies qui font qu'on fait exprès de garder telle ou telle carte parce que c'est fort, parce qu'on a une synergie avec ça, parce qu'on joue tel ou tel personnage et tout ça. Donc du coup, ça nous offre plein de possibilités. C'est super riche. Ensuite, il y a une autre donnée qu'il y a sur ces cartes, c'est qu'il y a les figures. Les figures, c'est pas des valeurs. Alors, on peut, nous on l'avait fait dans Invasion dans le fief, on peut leur implémenter une valeur, mais on peut aussi du coup, à l'égal de la couleur ou des symboles, leur implémenter un effet qui se coule, qui va avec. Donc c'est un jeu qui utilise des cartes. Ok. Là, sur ça, on est ok. C'est aussi un jeu qui utilise un plateau. Je suis parti sur un 15 par 15, tout simplement parce que ça permet d'avoir une rangée. Les nombres impairs permettent d'avoir une rangée centrale chaque fois. Je pense que ça peut être intéressant. On verra pourquoi après, on en parlera peut-être. Peut-être que c'est pas une bonne idée, peut-être que c'est une bonne idée, on verra. Ça, c'est pas très important pour le moment. Scipion, parce que je suis parti sur une idée d'un aréna, on meurt vite, on joue sur un petit terrain, on se rentre vite dans la quarne. Et du coup, je trouvais que 3 personnages par équipe, c'était très bien. Donc on verra plus tard. Mais voilà, on a notre plateau de jeu, du coup. On a nos cartes pour jouer, c'est formidable. Et maintenant, le concept principal du jeu, qui va faire, je pense, sa spécificité, c'est donc ce concept de carte. C'est dans ces petites cartes que réside, je pense, toute l'originalité de la base du gameplay. Et c'est donc dans ces petites cartes que je vous propose finalement le projet. Après la suite, on verra en fonction. Mais le projet tient là-dedans. Et donc du coup, le skin est une partie de votre personnage avec certaines compétences et tout. La side A en est une autre, la side B en est une autre. Et l'addition de ces 3 cartes vous donne un personnage total. Le personnage que vous jouez. Donc ils sont très sympas ceux-là, mais on va prendre les images, c'est plus rigolo. Hop. Vous voulez quoi? Lui qui est pas content, la grenouille, Isaac, le mec énervé, le stratège ou la patate? On joue quoi? C'est vous qui décidez. Choisissez votre skin dans le chat. Tu veux patate? Eh ben allez, vas-y, on part sur patate. Paf. Désolé les autres, vous n'avez pas été choisis. Ça a tapé ninja, ça a tapé patate. Je sens que la patate ninja, on a déjà un bon truc. Hop. Et l'épée. Allez, j'ai vendu. Et l'épée. Je vous ai dit là tout de suite, franchement, on s'en fout. En termes de jeu, c'était juste pour illustrer, mais tant qu'à faire, je vous laisse le choix. Voilà. Donc, tout le jeu repose sur ce ninja, cette épée et cette patate. Incroyable. Donc, en fait, il y avait toujours, donc, on avait dit dans l'idée de gameplay, qu'il y avait cette idée de la mort. Donc, du coup, il fallait essayer d'implémenter cette notion de la mort, et donc j'avais trouvé cette solution que je reprends du roguelite. Donc, on reste dans le jeu vidéo. Le skin patate. Le skin patate, c'est, si vous voulez, c'est votre vrai choix de personnage, dans le sens où c'est ce que vous allez garder tout au long de la partie. Donc vous avez décidé de jouer Monsieur Patate parce que vous kiffez la synergie Monsieur Patate. Monsieur Patate, il a un skill, c'est trop bien. Et donc Monsieur Patate, donc mis à part ce qu'il apporte en tant que gameplay, et donc les Monsieur Patate et les skins autres seront vraiment comment dire, la teinte de la façon de jouer. C'est vraiment là que vous irez trouver votre personnage de cœur, un petit peu, j'ai envie de dire. Le personnage que vous aimez jouer. Monsieur Patate, il évolue quand il meurt. C'est là que la mort devient intéressante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il meurt, Monsieur Patate revient encore plus fort, comme un Terminator. Donc ça vient du roguelite, du coup. Donc c'est en gros, plus t'es mauvais, plus tu meurs, plus le jeu il t'aide. Donc techniquement, t'es meilleur.
qui apporte, comme je disais la dernière fois, les questions stratégiques. À un moment donné, un bon joueur, il n'a pas forcément envie de tuer tout ce qui bouge, puisque tout ce qui bouge va revenir encore plus fort. Et donc, au bout d'un moment, c'est pénalisant. Donc, il va y avoir un peu de stratégie à faire là-dessus. Mais donc, du coup, voilà. Il y a un leveling de votre personnage par la mort. Mais, comme on veut pas récompenser que les gens qui meurent, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, c'est pas une récompense, c'est plutôt une aide et une featuring de gameplay. On veut récompenser les gens qui ont du skill. Et donc, quand tu tues quelqu'un, moi j'ai pensé, du coup, bah, tu obtiens des kill points, comme ce genre de jeu. Donc, tu peux conserver tes kill points pour essayer de faire du score. Sauf que si tu meurs, bien sûr, tu perdras tous tes kill points. Donc, c'est tricky. Mais si t'es vraiment très très fort, allons-y. Mais sinon, ces kill points peuvent servir à EP les side A ou side B. Et donc ces side A et ces side B, du coup, tu deviens plus fort avec celle-ci quand tu tues. Donc quand t'es bon. Voilà. Sauf que tu prends le risque, du coup, à EP c'est side, que si tu meurs, bah, tu perds tout. À la différence de Monsieur Patate qui, lui, reviendra plus fort. Ensuite, ces side A et ces side B, qu'est-ce que c'est? Ben, ce serait donc une capacité, des capacités qui évoluent. On peut débloquer grâce au kill. Mais ce serait aussi sur ces sides les caractéristiques de base, comme par exemple les points de vie, la vitesse et ces choses-là. Elle va avoir une action qui lui est spécifique, donc généralement ce sera une attaque, mais ça peut être autre chose. Et l'autre side, bah c'est pareil. Et les caractéristiques, comme j'avais dit, points de vie, armure, mouvement. Alors, on va partir sur ça pour le moment, je suis parti sur ça, on en reparlera après. Et donc du coup, c'est l'addition de ces deux sides fait que tu as tes points de vie globaux, ton armure globale, ton mouvement global, tes deux attaques ou actions possibles. Et vient s'ajouter à ça la teinte de gameplay qui est le skin. Parce que Monsieur Patate, ben lui, quand il fait une attaque, je sais pas, ça plante des patates. Voilà. Et le featuring plantage de patates, t'adores ça. Tu aimes beaucoup jouer avec ça. Donc lui, il va venir teinter un peu les deux. Donc si vous voulez, ça c'est un petit peu, finalement, c'est des armes en fait. C'est des capacités, mais c'est des armes. C'est lui le vrai personnage. Et c'est l'ensemble des trois qui fait ce que tu vas jouer. Maintenant, donc du coup, ça c'est une constante en jeu. C'est-à-dire que vous allez garder ce personnage tout le long, même si vous mourrez. Alors que ça, c'est une variante. Vous allez pouvoir y changer à chaque fois que vous mourrez. Mais par contre, dans le jeu au global, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que ça, c'est une constante. C'est-à-dire que les joueurs ont les mêmes. Et moi, j'avais proposé que on choisisse un à un, chacun son tour, ces sides. Ce qui fait que des fois, on peut avoir aussi ce choix stratégique de dire, bah, je vais choisir ce side du ninja. Parce que je sais que Salva, il est trop fort avec le ninja. Donc même si c'est pas mon perso préféré, je préfère pas qu'il l'ait parce qu'il va me poutrer. Donc bah, c'est à mon tour de choisir, bah, je prends le ninja exprès pour pas que Salva il l'ait. Et tant pis, puis j'apprendrai à jouer avec. Donc ça c'est donc du coup une constante de jeu pour les joueurs parce que c'est une ressource partagée. Alors que la skin, mon idée de base c'était que vraiment tu choisisses indépendamment les skins que tu vas jouer. Tu formes ton équipe. Après on pourra trouver des trucs intéressants à faire sur les skins. Et notamment le lié à l'univers, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc voilà, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu la featuring de gameplay d'où en découle le reste du jeu. Donc du coup, il y avait ça, et il y a cet aspect que moi, je vais me faire plaisir, mais du coup, j'espère que ça va vous faire plaisir aussi en même temps. C'est qu'en termes de graphisme, bah, va falloir qu'on arrive à créer des cartes qui soient lisibles, pour que le jeu soit clair, et justement, je pense que la lisibilité va être très importante dans notre jeu, qu'on doit être dynamique, donc on doit essayer au maximum d'éliminer toute source de non-jeu. Tous ces moments où on sort du jeu, on va dans le livre de règles, on n'est pas dans le jeu, on galère à lire la carte, bah, c'est pas bon parce que ça nous sort du jeu et nous on veut refaire un ressenti d'arena, donc du coup un truc où on est dans l'action. Donc il faut surtout pas qu'on sorte le joueur du jeu. Donc il va falloir réussir à trouver un graphisme clair, avec les synergies qui se posent là. Mais en même temps, il va falloir qu'il y ait une cohérence entre, quand je mets cette carte toute seule, bah, elle ressemble pas à rien, elle est cool à regarder, tu vois. C'est ma moitié ninja. Quand je les mets côte à côte, il va falloir que ça forme un personnage, qui est quand même lui aussi cohérent et intéressant. Là, typiquement, ça ne l'est pas. On voit le genou du ninja. Donc ça veut dire que le ninja a une troisième jambe. Enfin voilà, je vous laisse vos interprétations, mais nous, on va essayer d'éviter ce genre de bêtises. Et en plus, quand on va aller foutre le skin par-dessus, cette troisième image qui vient d'apparaître, même 1, 2,
3, c'est même la 4e image finalement qui existe. Faut que ce soit cohérent aussi. Il faut que ça donne une cohérence à l'ensemble. Donc il y aura tout un défi en termes d'illustration qui sera intéressant. Donc on va aller un peu plus dans le détail maintenant que je vous ai reposé les bases que j'avais posées mardi dernier. Pour commencer le jeu, on a notre principe de base, c'est cool. On a notre cahier des charges, c'est cool. On sait aussi à peu près où on va. En plus, on s'est rajouté quelques contraintes d'ordre artistique et c'est cool. Ça va vous permettre d'orienter l'ADA. C'est un arena, donc on va faire de la fight. Hein. Clairement, on est là on n'est pas là pour enfiler des perles, on va se taper dessus. Vu qu'on veut une mécanique de la mort, donc il faut que les gens ils puissent mourir. Et là, on va faire simple. Donc en gros, on a des points de vie. Et quand on se fait taper, on perd des points de vie. Et quand on n'a plus de points de vie, eh ben on meurt. Voilà. Simple, efficace, c'est très bien. On a ces cartes, ces fameuses cartes que je tiens à utiliser. Donc du coup, il va falloir voir comment on les utilise à plein potentiel. Donc moi, j'ai déjà des pistes et je vais vous en parler. Mais de voir comment on va mettre des caractéristiques, comment on va faire les attaques, comment on va le déroulement d'un tour, enfin les trucs de base. C'est ça qu'on va devoir développer aujourd'hui. On va parler du système de combat parce que c'est un arena. Je pense que c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je pense qu'on va aller directement aller sur le système de combat parce que finalement c'est un peu le cœur du jeu. Enfin, même si moi je pense que le cœur du jeu c'est ce que je vous ai expliqué. Enfin, non, ça c'est pas le cœur du jeu. Le système des 3 cartes c'est la singularité du jeu. Je n'ai pas les arénas, donc juste entendu parler des jeux. Tu veux en résumé, enfin moi ce que j'entends par arena, après on peut s'amuser à se lancer dans des longs débats sur la définition des mots. Mais ce que j'entends par arena, et surtout j'emprunte le mot jeu vidéo plus qu'au jeu de figurines, même s'il existe des jeux de figurines d'arena, typiquement je pense que Aristeia en est un. Pense jeu vidéo peut-être, pense ce que veut dire le mot en fait, c'est une arène. Donc en gros tu as des combattants d'une équipe et d'une autre, et ils se rendent dedans, peut-être pour des objectifs, mais dans un petit lieu, avec quelques combattants qui comptent que sur leur skill pour fendre l'ennemi et marquer des points. C'est ça un arena. Donc, comme je disais, pour les plus vieux jeux vidéo, ça va être un CSGO. Pour les plus jeunes, ça va être un Overwatch, ça va être un LoL. League of Legends, c'est une forme d'arena. Où on meurt trop souvent d'ailleurs dans ces jeux-là. Ça va être même un Call of Duty, c'est un arena en fait, le mode multijoueur du moins. Pas le mode campagne, mais le mode multijoueur, c'est un arena. Très clairement. Alors les Battle Royale, ça dérive de l'arena, à la différence que c'est chacun pour sa gueule. Et qu'il y a d'autres notions qui rentrent. En gros, c'est le dernier qui survit qui a gagné. C'est ça qui a posé les bases du Battle Royale. Et le dernier survivant a gagné. Du coup, ça a donné des jeux comme PUBG, comme... je vais le retrouver, Fortnite. Le Battle Royale, oui, c'est du manga tiré du même nom, hein, un Battle Royale. Voilà, t'as mis des gens sur une île et ils doivent se poncer la gueule, et le dernier qui a survécu, il a gagné. Voilà. Ça, c'est du Battle Royale. Mais comme je voulais proposer quand même des jeux à combo pour qu'on s'amuse un peu, du coup je suis plus sur un arena. Parce que un Battle Royale, comme on disait, l'idée ça va être de survivre et, et tu vas jouer qu'un mec, quoi, du coup. Donc du coup, est-ce que... Alors avec mon système de 3 cartes, oui, effectivement, il y a quelques synergies, mais une fois que t'es mort en fait dans le Battle Royale, donc il y a plus cette question de la mort ludique. Donc je pense que dans notre cas pratique, d'essayer d'utiliser la mort comme moteur de gameplay, l'arena c'est mieux. Résumé, arena, roguelite, agnostique. Ouais, c'est très résumé, mais ouais, c'est ça. Arena dans le sens mode de jeu. Ok, donc on fait des points, on meurt souvent, on est en équipe, on fait des synergies, tout ça, tout ça. Roguelite pour cet aspect justement de réutilisation de la mort. De la mort devient ludique et un élément en soi du gameplay. Et agnostique dans le sens figurinistique, où on peut vraiment utiliser toutes les figurines qui nous plaisent. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là mardi dernier, je vais en profiter pour rappeler dans quel univers ça va se passer. Du coup, et tout simplement, on joue à un jeu vidéo. Nos personnages sont des gamers. C'est des personnages, c'est des avatars de jeux vidéo. Ce qui permet du coup toutes les excentricités en termes de figurines, puisque dans un jeu vidéo, on peut faire ce qu'on veut. Du coup, un paladin peut très bien avoir un bazooka, il n'y a pas de problème. Le jeu vidéo l'a déjà fait. Il y aura un lien avec du deck building. Le seul deck building que tu as, c'est la team, c'est les skins. C'est cette espèce
Comment j'avais dit? Bah bref, c'est ton deck building, c'est tes skins. Parce que tu vas avoir que 3 personnages, tu vas les garder jusqu'au bout, donc il va falloir sélectionner tes 3 personnages parmi toutes les skins qui existent. Et là c'est du deck building. Après, il y a un pseudo deck building, mais un peu plus incertain, parce que quand tu fais ta liste d'armées, par exemple, dans un jeu de figurines, bah, personne vient t'emmerder, tu choisis les unités que tu veux, du moment que tu rentres dans les coups. Là, nous, on n'aura pas de question de coups, chaque skin vaudra un personnage, et tu as le droit à 3, basta. Mais du coup, il y a une autre partie du deck building, c'est-à-dire que bah, tu te dis, ouais, moi, je synergise avec Monsieur Patate, je synergise trop bien avec le ninja. Voilà, comme je disais, Salva a trouvé une compo de ouf avec le ninja et Monsieur Patate. Mais du coup, elle est plus incertaine parce que, comme c'est une ressource commune à tous les joueurs, donc aux deux joueurs, parce que pour le moment, on est en affrontement, ben, l'autre joueur, sachant que tu manies très bien Monsieur Patate avec le ninja, va peut-être faire exprès de prendre le ninja pour pas que tu puisses jouer Monsieur Patate avec le ninja et casser ta synergie. Mais bon, le choix de tes skins, ça reste du deck building. Mais sur l'instant, avec ce que l'adversaire veut bien te laisser et ce que tu veux bien lui laisser. Donc oui, il y a du deck building. Du deck building assez limité parce qu'on ne choisit que 3 cartes au début. Et un deck building incertain parce qu'on choisit en même temps que notre adversaire, enfin chacun son tour, les sides. Donc du coup, il faut faire aussi en fonction des choix de notre adversaire. Mais c'est du deck building. C'est juste qu'on va pas choisir son deck de 20 cartes comme un Magic. Au final, on choisit 3 cartes et les sides qui vont avec celles qui restent. Donc, le système de combat. Alors, traditionnellement, disons qu'on fait une attaque et normalement on a des stats. Enfin, ça dépend les systèmes, mais normalement on a des stats. On vient, bah, si c'est par exemple ajouter une carte, on tire une carte. Si on va sur le très simple, par exemple IDLF, donc Invasion dans le fief, le jeu qu'on a fait avec nos potes, c'est tout bête. Il y a un joueur qui tire une carte, l'autre joueur il tire une carte. Celui qui a la plus grosse carte, il a gagné. Voilà, c'est comme ça, c'est super basique. C'est bien qu'on va pas aller là-dessus. Et voilà, grosso merdo, ça peut être des choses comme ça avec les cartes. Après, il y a les systèmes de seuil. Malifaux en utilise, il me semble. Par exemple, si tu fais une attaque de... Bah, peu importe, c'est indiqué sur la carte. Elle va te dire, il faut que tu fasses un tirage. Du coup, c'est pas un jet de dés, c'est un tirage. Un tirage plus élevé que la caractéristique de, je ne sais pas, par exemple, constitution de l'adversaire. Et donc, tu tires ta carte, paf, j'ai fait 10, parfait, il avait 6, je lui mets une torgnole. Ça fait partie des possibles. Ça, c'est les questions de seuil. Si on reprend des systèmes qui existent avec les dés, par exemple Mars Codora, Minus qui était passé tout à l'heure, dans leur système, c'est un 50-50. En gros, tu tires un dé, tu as 50% de chance de faire tant de résultats et 50% de chance de faire l'autre. Donc par exemple, si on faisait un système Mars Codora, bah, c'est du 50-50, on va jusqu'à une valeur de 10, donc tout ce qui est en dessous de 5, ça passe pas, tout ce qui est au-dessus de 5, ça passe, je tire, paf, j'ai fait 9, hop, ça passe. Ça, c'est un des systèmes qui existe. C'est assez simple, ça marche mieux avec des dés, parce qu'avec les cartes, c'est du gâchis. D'ailleurs, dans Mars Codora, ils utilisent les cartes autrement. Il y a des questions, il y a d'autres jeux où, par exemple, j'utilise des seuils. Je sais pas, j'ai 5 de défense, je pioche une carte, c'est 5, ça me fait 10 de défense, 5 plus 5, 10. Ok, toi t'attaques, il faut que tu fasses plus que 10. Donc, je sais pas, moi j'ai 3 d'attaque, je tire un 9, paf, bah, formidable, ça me fait 12, je passe. Voilà. Et ben du coup, moi j'ai pas du tout choisi de prendre ça. Non, je vous propose autre chose. Après, on peut en parler, hein, comme j'ai dit, je suis ouvert. Mais je vous propose autre chose. Donc le système d'attaque que je vous propose. Moi je me suis pas. Je me suis cassé la tête, mais je me suis pas. Mais le système en soi se casse pas la tête. Je vais commencer par le tir, parce que c'est là que j'ai eu la première idée. Alors je me suis dit, bon les gars ils doivent tirer sur les autres. Faut qu'ils puissent rater ou réussir déjà. Genre t'as Jean-Michel A. Des Avengers un peu, il a un peu la couleur de Captain America, je viens de remarquer. Il veut taper sur Jean-Michel B. Voilà. Donc c'est un tireur. De base, le tir, en fait, il va piocher au hasard une carte. Je pioche le 4. Ça, c'est ma portée. C'est savoir si j'atteins ma cible ou pas. Donc j'ai décidé, avant de te piocher, j'ai dit, je tire sur B. Ok. Je pioche une carte. 4. 1, 2, 3, 4. C'est raté. Donc ça, ce serait finalement le test de portée, pour savoir si tu touches. Et après, admettons qu'il est plus chanceux, il a un 9. Waouh, incroyable.
1, 2, 3, 4, 5. Il est à 5, il est largement en dessous de 9, donc on est bon. Il est compris entre 0 et 9. Il le touche. Et là, tu as un deuxième tirage. Pour le moment, c'est un tirage, mais je vous expliquerai que j'ai une autre idée après. Mais pour le moment, c'est un tirage. Et paf, je tire ma carte. Et paf, j'ai fait 7. Et donc, Jean-Michel B. Jean-Michel B qui n'est d'autre que notre Ninja Patate épée. Jean-Michel B a 5 de défense et 10 points de vie, admettons. Donc, je lui mets 7. Donc, il a 5 de défense, 5 d'armure. Donc, 7 moins 5, ça fait 2. Il se prend 2 PV. Il a perdu 2 PV. Maintenant, il a plus que 8 points de vie. Voilà, système de tir de base. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça, c'est le basique. Comme je vous ai dit, j'ai pensé à d'autres trucs. Et du coup, qui pourraient caractériser les sides. C'est-à-dire que par exemple, il y en a un qui pourrait tirer aléatoire comme on vient de le faire. Mais il y a certains tirs qui pourraient avoir qu'on a une main de cartes qui représenterait finalement nos ressources. Et donc, qui dit ressources et tir dit munitions. Et au lieu de tirer la carte de dégâts, on est obligé de l'utiliser dans ses mains. Ce qui fait que si on tire comme un sauvageon, bah, au bout d'un moment, on n'a plus de cartes dans ses mains, on n'a plus de munitions. Donc on peut plus tirer. Et du coup, ce qui ferait que les cartes, les sides, qui ont des tirs qui n'utilisent pas les cartes de la main, bah, en soi, c'est un avantage. Mais par contre, c'est un inconvénient parce que tu ne sais pas la puissance que tu vas mettre dans ton tir, puisque tu la tires aléatoirement. Et inversement, du coup, il pourrait y avoir des sides, je vous rappelle, c'est ça les sides, qui eux, au contraire, vont utiliser une carte de leur main, genre type taille sniper un peu, tu vois. Le tir sûr, quoi. C'est-à-dire que lui, il va tirer dans sa main, donc ça va gaspiller une ressource, mais au moins il sait qu'il va jamais rater son tir, parce qu'il sait qu'il va utiliser une carte de sa main qui est de la bonne distance. Donc il sait qu'il va toucher sa cible, par contre, bah, lui, il pourrait tirer aléatoirement la valeur de dégâts, donc il sait pas par contre s'il va la tuer ou s'il va lui faire beaucoup de dégâts. Donc du coup, on peut jouer sur cette notion, ce qui fait que chaque side a vraiment sa particularité, et du coup, vous allez avoir des préférences de jeu. Il y en a qui vont être moins tricky, vont préférer assurer le tir, quitte à faire des moins bons dégâts. Il y en a qui préfèrent être tout tricky, mais au moins ils n'utilisent aucune ressource, comme ça ils peuvent être dépensiers et tirer tout le temps. Tout ça, tout ça. Jacques Brel peut compter sur s'il perd trop de points de vie. Qui? Jacques B? Bah sur healer, tu vois, c'est typiquement c'est des classes. C'est des classes. Et je pense que ça peut être compris dans. C'est des featuring de gameplay qui viennent après. Et par exemple, il peut y avoir certaines skins qui vont avoir des synergies qui permettent de rendre des points de vie. On peut s'amuser, comme je vous parlais d'utiliser les symboles dans les cartes, on peut s'amuser à dire que ben, la skin patate, quand il tire une carte de manière aléatoire et qu'il s'avère que ça tombe sur un cœur, paf, il soigne un point de vie. Et là, on a une infinité de mécaniques possibles avec tous ces outils-là. En fait, là, ce que je vous déroule devant, c'est vraiment les outils qu'on a. Maintenant, les infinis possibles, de mon côté, je vais faire des tableurs Excel, quoi. Parce que des possibles, on en a vraiment une infinité. Et après, par exemple, ben ouais, Ninja, ok, il donne des coups de couteau, et épée, elle donne des coups d'épée, mais on peut très bien avoir une side dont la compétence n'est ni une attaque ni un tir, mais celle de donner des points de vie. Tout bêtement. Et donc, du coup, ça devient un healer. Comme tu peux avoir une compétence, on va rester dans les classes classiques. Là, typiquement, on avait du DPS. On peut avoir ce qu'on appelle un tank. Toc. Et lui, au lieu d'avoir une attaque, il a juste plus d'armure. Par contre, ça lui offre pas d'option d'attaque supplémentaire. Par contre, encore une fois, là où ça va être tricky pour nous d'équilibrer et de bien faire gaffe, et encore là, c'est le surface immergée des icebergs, c'est encore assez simple, mais si tu te mets à t'enjailler et à dire, ben le healer, moi je veux un side A en healer, ok, très bien, t'as mis un side A en healer, formidable. Par contre, du coup, ça veut dire que tes joueurs peuvent avoir un side B tank qui n'a pas d'attaque et un side A healer qui n'a pas d'attaque. Donc, est-ce que, je dis pas qu'il faut pas, hein. Je dis, mais il faut se poser la question en tout cas, est-ce que tu veux qu'il y ait un personnage qui soit en soi pacifiste? Vraiment, le mec il est là pour défendre et soigner ses copains. Est-ce que tu veux que ce gameplay existe dans les personnages que tu proposes? Et si tu n'en veux pas, ben, tu feras en sorte que si tu dois mettre des attaques pacifistes, elles seront toujours sur le B. On va venir se parasiter avec l'autre B. Ou toujours sur le A. Fonction. Par exemple, si tu mets, disons que je trouve que le ninja n'irait pas pour mon exemple, et voilà.
t'as le meilleur tireur du jeu. T'as mis un side A. Et, lui, c'est le meilleur tireur du jeu. Bon, bah, si ton deuxième meilleur tireur du jeu, c'est un side B. Non, je dis pas ça. Je dis une bêtise. Pas ton meilleur tireur du jeu, mais ton meilleur CAC. Ton meilleur DPS au CAC du jeu, c'est un side B. Ça veut dire que tu offres la possibilité aux joueurs d'avoir le meilleur tireur et combattant de corps à corps en un seul personnage. En termes d'équilibrage, est-ce que c'est pas un peu naze? Est-ce que ça va pas forcer, contraindre le choix des joueurs au début quand ils choisissent leur side? Et du coup, ils vont foncer sur le meilleur tireur ou le meilleur combattant en mêlée pour empêcher l'autre de pouvoir se faire ce combo des deux. Donc du coup, est-ce que tu vas pas me dire non, bah non, je vais faire en sorte qu'à chaque fois le meilleur DPS, ce soit DPS, donc c'est ceux qui font le plus de dégâts hein, en termes de jeux vidéo. Et DPS, c'est des dégâts par seconde. Si je dis pas de conneries. Du coup, tu vas faire en sorte que tes meilleurs DPS soient en side A, comme ça, ou au moins que le meilleur tir DPS et le meilleur CAC DPS soient en side A, comme ça t'oblige à faire un choix. Je ne pourrais pas avoir le meilleur DPS dans tout. Soit j'ai le meilleur tireur, soit j'ai le meilleur combattant. Oui, qu'on n'a pas fait grand chose en termes de gameplay, et qu'en fait, il y a déjà des grosses questions d'équilibrage qui sont posées. On peut pas faire ce qu'on veut. Ah ouais? Entre autres. C'est ça le pire. C'est entre autres. C'est que c'est pour ça qu'on va pas bosser tout de suite sur les skins. Parce que déjà, on va établir, vu que j'ai dit que c'était un matériel de base qui ne bougeait plus après, on va devoir établir quel side existe. On va devoir nous tester quel genre de combo est possible. On va devoir créer des sides qui combattent. Parce que, ok, il faut empêcher les combos ingérables, mais il faut aussi faire en sorte que ce soit intéressant. Pour que ton jeu soit vraiment intéressant, il faut que ce soit intéressant de jouer ce side-là comme ça, ou ce side-là comme ça. Donc il va falloir réfléchir à chacune des sides. Donc il va falloir bien réfléchir à combien on met de sides. Il va falloir réfléchir à chacune des sides. Il faut qu'elle ait un intérêt avec chacune autre des sides. Donc chaque combinaison de sides doit être intéressante, mais ne doit pas déséquilibrer le jeu. Donc rien que dans l'équilibrage des sides et des combos des sides, il y a un énorme travail à faire. Et après, parce qu'on a essayé de ne pas simplifier la vie, on vient rajouter les skins. Et donc là, il va falloir réfléchir. Là, on arrêtera, là, on fera n'importe quoi pour rigoler. Hein. Mais là, il va falloir réfléchir à pouvoir créer des skins qui sont intéressantes à jouer. Pas forcément avec toutes les sides, du coup, qui pourraient apporter de la maîtrise. C'est-à-dire que certains skins sont peut-être nuls. Genre, peut-être que Monsieur Patate est nul au tir. Ça n'a aucune synergie avec les sides de tir. Donc, du coup, quand tu prends Monsieur Patate, c'est que tu veux du clac. Donc, ça, là, on va pas être obligé de rendre intéressant avec toutes les combinaisons possibles. Par contre, il va falloir faire attention à ce que toutes les combinaisons ne viennent pas casser le jeu avec des combos insupportables qui viennent créer un sentiment d'injustice et qui rendent le jeu donc du coup non jouable ou incompétitif. Donc là, on a déjà encore toute cette synergie. Et après, tu peux rajouter cette surcouche que si tu décides que les personnages entre eux ont des synergies, comme on a des équipes de 3, il va falloir faire en sorte que tes sides ne soient pas over-abusés, que quand tu leur mets un skin dessus, pareil, ça vient pas casser ton jeu, mais qu'en plus, quand tu joues avec une autre skin qui a deux autres sides, que l'association de ces deux et même de ces trois ne soit pas surabusée, ne vienne pas casser l'équilibrage de ton jeu. Donc un gros travail d'équilibrage, c'est pour ça que je disais qu'on ne finirait pas le jeu dans le sens équilibrage, ou alors si on le fait, il y a un gros travail à faire. Mais du coup, ce qui vient limiter un peu la casse, c'est que tu l'as pas automatiquement. Wow. Le micro, il est tombé. Donc finalement, on a un garde-fou par le fait que ces compétences qui viennent overpéter ne sont débloquées que par des actes de jeu. Mais en soi, les personnages arrivent un peu tout nus. Ce qui nous fait souffler un peu pour l'équilibrage. Et limite, j'ai envie de dire, on doit les équilibrer jusqu'à un certain stade. Parce que normalement, si notre jeu est équilibré et que les gens jouent bien l'un en face de l'autre, t'es pas censé avoir débloqué tous tes skins et toutes les compétences de tes sides. Déjà, si tu as développé beaucoup de compétences de side, ça veut dire que tu meurs pas. Donc ça veut dire que tes skins, tu les développes pas. Si tu as développé beaucoup de compétences de skin, ça veut dire que tu meurs souvent. Donc tes compétences de side, tu les as pas. Donc déjà, nous, on a un garde-fou. Grâce à ça, dans l'essence même du gameplay. Ensuite, si la combinaison
de tous les pouvoirs, des sides débloqués et des skins débloqués, c'est overpété, bah, du coup ça nous inquiète moins vis-à-vis de ce garde-fou et du système de jeu qu'on a. Parce que ben il est très improbable qu'on arrive à ce niveau-là de saloperie de combo. Donc du coup c'est pas grave même s'il est overpété, parce que ça fait bien comprendre aux joueurs qu'on n'aurait jamais dû en arriver là. Et qu'à un moment donné, il y en a un qui fait n'importe quoi dans les deux. Et donc ça peut même être drôle de faire exprès que si tu arrives à atteindre tous les combos, ça devient un truc ultime dégueulasse. Ça devient un espèce d'objectif inatteignable du joueur, tant qu'il joue avec des gens bien, enfin des gens qui savent jouer. Du coup, ça peut même être intéressant, ça peut être un vecteur de motivation à performer sa partie. Dit, voilà, bon, ok, j'ai mon objectif de gagner la partie, mais j'ai aussi mon objectif, cette fois-ci, j'arrive à débloquer toutes mes sides. Donc ça veut dire que j'arrive à tuer 6 personnes, imaginons qu'ils ont 3 pouvoirs par side, j'arrive à tuer 6 personnes sans mourir. Il y a des objectifs personnels de personnages, là, de joueurs qui se créent. C'est aussi pour ça que je trouve ce système, et que je vous propose ce système, parce que je trouve ça assez intéressant. Voilà, voilà. Et donc du coup, je vous ai montré le système de tir aussi. Je vous ai montré le système de tir, et du coup, le système de combat serait relativement similaire, j'ai envie de dire. Sauf qu'il n'y aurait pas cette question de précision. Le fait de devoir déjà se rapprocher très proche enfin, de devoir être proche de l'adversaire, c'est un risque en soi. Surtout quand on joue en alterné, où bah, s'il joue juste après, il va t'en mettre une. Alors que le tir, non. Un truc de planqué. Donc du coup, on peut partir sur un truc où ben, tu tires juste aléatoirement les dégâts que tu fais, et puis tu lui mets dans la corne. Parce que faut pas chercher, je pense, à non plus rendre trop le dégât difficile, l'attaque difficile pour les personnages, ni augmenter de trop la résilience et la résistance des personnages, puisque on a mis dans notre mécanique le fait de mourir. Donc il faut bien qu'ils meurent. Si on fait des personnages tellement costauds ou tellement durs à toucher qu'ils meurent jamais, on s'est emmerdé à faire une mécanique de la mort pour que dalle. Il faut que mourir, ce soit voilà, soit fréquent, soit rapide, ce soit presque inévitable. Donc il y a ça. Après, donc voilà, ça c'est les bases. Je pense que je vous ferai un écrit sur le Discord et sur le Facebook aussi, où je remettrai plus en ordre, parce que là je discute et je réponds à des questions et je pars à droite à gauche, mais des idées de base, donc ça intéresse de suivre. Le système de combat est assez simple, mais c'est pas un souci. Ça ne veut pas dire simpliste. Après, faut voir ce que tu peux imaginer comme stratégie par rapport aux règles. Ouais. Et je pense que justement, vu qu'on part sur des trucs à combo, à synergie, où on va déjà bien se prendre la tête à réfléchir à des trucs et des conséquences et des machins, et bah, vaut mieux partir sur une base très simple. Parce que si on a déjà un système qui est lourd et compliqué, ça va être très très compliqué de gérer les combos derrière. Et aussi, toujours dans cette optique de dynamique, voilà, ce que voulait par exemple, je pense, Minus quand il a fait Masque d'Aura, c'est que tu jettes le dé, tu vois le résultat, t'as compris. Tu sais, il est mort, il est pas mort. Là, c'est un peu l'idée, il faut que ça aille vite. Hop, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Parce que si on a un système de combat qui est très fin, très poussé, très technique, mais qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'action, qui fait que t'es pas sur le plateau, bah, on va se casser dans cette dynamique et cette nervosité. Et par exemple, j'en parlais avec Bonit, qui fait Warband. Récemment, il y a un jeu qui est sorti, un jeu vidéo qui est sorti, c'est Chaos Gate, un jeu dans l'univers de Warhammer, et c'est un XCOM-like. Et ils ont pris le parti, que je trouve intéressant, et il n'y a pas de hasard du tir, tu sais exactement quel dégât tu vas faire en fonction de la distance du couvert de l'autre. Le seul hasard que tu vas avoir, c'est dans les dégâts critiques. Et bon, je disais à Bonit, moi je trouve ça super intéressant de ne pas se baser sur le hasard, tout ça, pour une fois ça change un peu. Il m'a fait la remarque que ça casse ça devient trop du calcul du coup. Et donc tu perds en dynamique de jeu parce que tu vas commencer à essayer de... bah, c'est un casse-tête en fait, tu vas essayer de calculer la bonne distance, le bon placement précis pour faire le bon dégât, tout ça, il y a beaucoup de réflexion. Et autant Chaos Gate est un jeu solo et du coup ça va, autant dans un arena où en plus on est contre l'adversaire et en plus ça doit être nerveux, ben non, c'est pas ce qu'on veut. Alors que justement, quand il y a du hasard comme dans le lancer de dés ou le tirage de cartes, eh ben, il y a ce moment où toi en tant que joueur tu vas dire bon allez, j'ai quand même une proba que ça passe, on y va quoi.
Ouais, c'est ça. Un petit côté random qui fait que bah, on y va. Et par exemple, ça va obliger la prise de risque. Parce que du coup, comme tu ne sais pas si tu vas réussir à toucher ta cible, parce qu'elle est peut-être trop loin, bah, tu prends le risque de t'approcher. Alors que tu n'en avais peut-être pas besoin. Mais comme tu sais pas, tu prends le risque. Il y a ces prises de risque dues au hasard, qui je pense va rendre le jeu nerveux, va amener des choses de prise de risque justement, des bon bah vas-y, va tout, on y va, on essaye, de toute façon ça passe ou ça passe pas, craquage, putain j'ai fait un 10, bon bah on n'y croyait pas mais voilà j'ai gagné. Donc je pense que c'est important de garder cette petite touche de hasard pour pas faire justement de notre jeu un casse-tête. Dans XCOM c'est rageant car c'est trop présent pour certains joueurs. Le hasard, bah déjà c'est une RNG fait par un programme informatique, donc il y en a beaucoup qui font rager. Après il faut savoir, pour info, pour ceux que ça intéresse, XCOM, pour justement baisser la frustration du joueur, en fait fausse les stats. C'est-à-dire que quand il te dit que tu as 50%, tu tires et que tu rates, la deuxième fois que tu tires, il te dit que tu as 50%, mais c'est pas vrai. Il a augmenté, tu as 75%. Parce que dans la tête, dans notre tête, 50%, ça veut dire que si j'essaye 2 fois, bah la deuxième fois je réussis si j'ai raté la première fois. Mais c'est pas ça, hein. 50%, tu peux rater 10 000 fois. Je veux dire que peut-être au total, sur tous tes jets, tu auras réussi 10 000 fois aussi. C'est ça, 50-50. Ça veut pas dire que ça empêche que tu rates 10 000 fois d'affilée. Et là, ben, notre cerveau, il comprend pas et c'est super frustrant. Et donc, du coup, les créateurs de jeux vidéo sont souvent obligés de truquer leurs algorithmes. Parce que sinon, on est dégoûté. Et d'ailleurs, ils le font aussi pour truquer la difficulté. Et donc, du coup, dans le cas de XCOM, ben, faut savoir qu'ils le truquent à votre avantage. Donc, tous les mecs qui râlent, qui disent que la RNG elle est toute pétée et qu'elle est trop méchante avec eux, ben, en fait, elle est plus gentille qu'elle ne devrait l'être. Enfin, que l'algorithme avait prévu de l'être à la base. Elle les avantages. Et surtout psychologique. Mais bon, après, oui, je suis d'accord que la plupart des. Il y a beaucoup de jeux où l'algorithme est un peu pété. Et le hasard, bon. Quand ça devient systématique, est-ce que c'est vraiment du hasard? Et le problème des algorithmes, c'est que ça reste. Ils rentrent dans des systématismes quand même. C'est pas des vrais hasards. Enfin, c'est pas assez complexe pour ressembler à ce que nous on appelle le hasard. Donc des fois, ben, on arrive à le voir et ben, ça fait chier. C'est frustrant. Parce qu'il dit le jeu il est tout pété, c'est pas du hasard en fait. Pas mon 50% de chance. L'algorithme est rentré dans un pattern. Nous, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de pattern. Si tu mélanges tes cartes, à moins que tu sois magicien. Et après, il y a un frein, comme je disais en préambule. Il y a un frein justement à ce genre de frustration, parce qu'à la différence du dé où tu peux faire toute ta vie un 1, les cartes, une fois que tu as pioché tes 4 as, tu n'en auras plus. Donc il y a une gestion du hasard à ce niveau-là. Et après, comme je disais, je proposais une question de main. Par exemple, Malifaux utilise ça pour gérer la frustration des mauvais tirages. Des fois, il y a une action, tu as vraiment envie de la réussir. Donc du coup, Malifaux, je pense qu'on va utiliser ça aussi. Mais pas comme ça. Mais voilà, on va s'inspirer de cette idée-là. Malifaux a rajouté une ressource qui est la main. Tout simplement, tu as des cartes dans ta main. Tu n'as pas que ta pioche. Et donc, tu peux, ce qu'on appelle tricher. C'est-à-dire que quand tu tires une carte et qu'elle ne te convient pas, tu peux jouer une carte de ta main. Pour améliorer le score. Mais bien sûr, celui d'en face peut le faire aussi. Du coup, c'est une question de gestion de ressources. Là, ça casse la frustration du hasard, parce que tu peux essayer d'assurer le coup si tu as été un bon gestionnaire de ressources. Et ça devient intéressant. Et donc, je pense que dans notre cas, ça peut être très intéressant aussi. Moi, un mec qui adore le tir, si on met un système de munitions qui fait que la plupart des dégâts au tir sont issus de ta main étant épuisable, bah, si t'as pas prévu d'avoir un petit gaga au corps à corps et qu'il te reste encore quelques tours à jouer, ben t'es dans la merde. Du coup, on pourra, si on garde cette mécanique, ça en déduit plein d'autres mécaniques possibles. Du coup, si j'ai des munitions et que j'en perds, est-ce que j'ai un moyen d'en récupérer? Est-ce que c'est des capas? Est-ce qu'on met des boîtes de loot sur la map? Est-ce que... Il y a tellement de possibles, hein. De toute façon, on fait couvrir les portes ce soir. J'ai effleuré le système de combat, les systèmes de combo. Donc sûrement que la prochaine fois, on ira juste plus loin là-dedans. Donc on va s'arrêter là, parce que comme il a été convenu mardi dernier, on va pas s'arrêter là de discuter, hein. Si vous voulez on discute encore un peu plus longtemps, mais par contre on va arrêter le développement du jeu. Comme ça, j'avais dit que de 20h à 22h, c'était le développement du jeu. Comme ça, ceux qui partaient avant ne rataient pas une miette. Il y a plein de possibles pour la prochaine émission.
N'hésitez pas s'il y a un possible qui vous intéresse plus qu'un autre, allez sur le Facebook ou sur le Discord pour me le dire. Si vous voulez qu'on bosse plus sur ça, ou même le soir même du live, hein, mais une minute un peu en avance, ça m'arrange quoi. Et puis ça permet de partager avec ceux qui veulent avancer aussi sur la question. En tout cas, je dis merci à ceux qui ont participé, merci à ceux qui ont regardé la VOD, puis nous on va continuer à discuter tranquillou, mais on va arrêter d'avancer sur le jeu. Voilà. Chou. Mon petit chat, tu veux faire le live avec nous ?